Eh ben, très bien, mais merci beaucoup à chacun et chacune d'avoir pris le temps de nous répondre. Et on va tout de suite mettre la petite présentation, la belle représentation d'ailleurs. Pourquoi je dis petite? Je vous laisse prendre la main pour cette introduction. À tout à l'heure. D'accord. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Cécile Blanc, diététicienne nutritionniste. Je travaille principalement dans un service d'aide et de soins à domicile, c'est-à-dire que je travaille pour une association qui aide les personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap à rester chez elles. Cette association est basée sur Paris. Et puis, j'interviens également ponctuellement pour France Parkinson, notamment pour réaliser des ateliers diététiques à destination des aidants. Donc, France Parkinson, si vous ne connaissez pas encore l'association, c'est une association de personnes malades qui ont la maladie de Parkinson, qui est reconnue d'utilité publique et qui a plusieurs objectifs, notamment permettre aux malades d'échanger sur la maladie de Parkinson, qui a pour but de former aussi notamment les professionnels de santé sur cette maladie et qui a aussi pour but de financer et de promouvoir de la recherche concernant cette maladie. Donc France Parkinson collabore au programme à deux pas qui est financé par la CNSA, qui est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et qui est un programme à destination des aidants, donc un programme d'échange entre aidants, de groupes de parole, et qui met aussi en place des activités telles que la conférence à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez en tout cas en savoir plus sur l'association France Parkinson ou rejoindre l'association, vous pouvez consulter. Il y a des comités en fait France Parkinson dans chaque région. Donc, vous pouvez contacter le comité local de votre région, ou vous pouvez aller aussi sur le site www.franceparkinson.fr. Alors, aujourd'hui, on va voir. C'est vrai que la conférence est vraiment tournée autour de la maladie de Parkinson. On va voir comment adapter son alimentation. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est diagnostiqué malade de Parkinson à l'annonce de la maladie. Et puis ensuite, dans une seconde partie, on verra comment modifier son alimentation, parce qu'au cours de l'avancée de la maladie, il peut y avoir des difficultés qui apparaissent, notamment de la constipation, des problèmes de poids, que ce soit des prises ou des pertes de poids, et puis des problèmes de troubles de la déglutition. Donc, je vous donnerai des conseils pour adapter l'alimentation afin de garder le meilleur état nutritionnel possible en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, du coup, Alexandre, je ne sais pas, oui, voilà, c'est vous qui déroulez la présentation. J'avais un petit. D'accord, oui, c'est ça. Voilà. Exactement, j'étais un peu perdue, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, à l'annonce de la maladie, on se demande parfois ce qu'il faut faire au niveau de l'alimentation. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que on n'a malheureusement pas de régime alimentaire qui pourrait permettre à préconiser pour guérir la maladie ou pour ralentir l'évolution de la maladie. L'état de la recherche scientifique ne nous permet pas de prescrire un régime particulier. Ce qu'on va recommander en revanche, c'est de garder une alimentation la plus équilibrée possible. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une alimentation équilibrée pour préserver la qualité de vie et donc garder le meilleur état nutritionnel possible pour la meilleure qualité de vie possible. Alors, l'équilibre alimentaire, on en a tous entendu parler puisque ça concerne toute la population. Ça repose sur trois grands piliers. La première notion, donc, ça va être une notion un petit peu de quantité. C'est-à-dire, est-ce que les portions et ce que je mange dans la journée finalement est adapté à mon gabarit.
Et puis une notion de satiété. Donc là, c'est plus du ressenti alimentaire, mais la satiété, c'est quand on se sent rassasié après son repas. C'est-à-dire, est-ce qu'on a mangé suffisamment? Est-ce qu'on a trop mangé? Ou au contraire, est-ce qu'on n'a pas assez mangé? Donc voilà, l'équilibre alimentaire, c'est déjà finalement trouver la quantité adaptée à ses besoins, à ses dépenses énergétiques. Le deuxième pilier de l'équilibre alimentaire, c'est aussi une notion de qualité. Donc sur la qualité, on va parler là plus du choix des aliments. Est-ce que je vais aller sur des aliments santé, par exemple, choisir mes aliments avec le Nutri-Score, des aliments bio, quels aliments choisir, quel groupe d'aliments privilégier. Et puis, une notion de fréquence de consommation. Est-ce que je dois consommer ces aliments tous les jours? Est-ce que je dois les consommer une fois par semaine? Donc ça, on va voir, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste pour que vous ayez des repères sur l'alimentation. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut pas oublier que manger, finalement, c'est quand même un des plaisirs de la vie et que si on a plaisir à manger, ça aide aussi à conserver un équilibre alimentaire. Si je n'ai aucun plaisir à manger, je vais peut-être pas manger suffisamment. Si j'ai de la culpabilité parce que je mange trop ou trop de choses voilà pas forcément équilibrées, ça va aussi pénaliser mon équilibre alimentaire. Donc c'est important voilà d'avoir une relation aussi saine avec la nourriture et d'avoir plaisir à manger. Alors maintenant, je vais vous présenter finalement les conseils santé que vous pouvez, je m'imagine que vous avez déjà entendu parler parce qu'il y a des communications du gouvernement à travers ce qu'on appelle le plan national nutrition santé ou le site mangerbouger.fr. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces recommandations, mais en fait, on parle de pyramide alimentaire, donc avec des groupes d'aliments pour lesquels on va déterminer des quantités et des fréquences de consommation. Donc, si on part sur le bas de la pyramide, donc sur les boissons, on va recommander évidemment de l'eau à volonté et puis environ 1,5 litre de liquide par jour. Donc, ça peut être de l'eau, ça peut être des boissons peu sucrées, des tisanes, du thé, de l'eau aromatisée avec du citron, par exemple. Donc, on va recommander 1,5 litre d'hydratation pour compenser les pertes en eau de l'organisme. Sur la ligne au-dessus, vous avez tout ce qui est féculent, les céréales et leurs dérivés. Donc là, il en faut un petit peu au repas en fonction de votre appétit. Les féculents, c'est vraiment ce qui apporte en fait l'énergie et la satiété et surtout l'énergie avec une diffusion au long cours. C'est ce qui va vous faire tenir toute la journée. Donc, c'est important d'en avoir à chaque repas selon votre appétit. Ça peut être des pâtes, ça peut être du riz, ça peut être des pommes de terre. Si vous n'avez pas prévu d'accompagnement, ça peut être aussi du pain. C'est aussi un féculent. Et puis, la petite nouveauté, c'est depuis l'année dernière, c'est qu'on va conseiller de consommer des légumes secs, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, les haricots blancs. Les légumes secs, on va en conseiller d'en intégrer 2 fois par semaine dans un repas pour pouvoir notamment, donc les légumes secs ont plein d'avantages, notamment ils sont riches en fibres, donc c'est intéressant d'en intégrer dans l'alimentation. Les fruits et légumes, j'imagine que vous avez tous entendu parler des 5 fruits et légumes par jour. Donc, c'est une famille très intéressante du point de vue des fibres et également des vitamines et minéraux, et notamment aussi des antioxydants dont vous avez peut-être aussi entendu parler. Donc, on va conseiller d'en intégrer 5 portions par jour. Plutôt 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Voilà, à chaque repas, il faut que vous ayez un petit peu de fruits, un petit peu de légumes. Les produits laitiers, on va être sur une famille qu'on appelle d'aliments bâtisseurs, comme la viande, le poisson ou l'œuf. Ce sont des aliments qui vont contenir en fait des protéines qui vont
renforcer votre masse musculaire notamment. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on les appelle éléments bâtisseurs de l'organisme. Et puis dans le lait, vous avez aussi le calcium pour notamment en prévention de l'ostéoporose. Donc sur le lait et les produits laitiers, on va recommander ça a un petit peu changé par rapport à il y a quelques temps. Hein, le gouvernement a revu sa communication et ses conseils, ses repères nutritionnels. On va conseiller maintenant 2 à 3 produits laitiers par jour. Donc un produit laitier, comme vous le voyez, ça va être une part de fromage, un verre de lait. Ça va être un yaourt, un fromage blanc, 2 petits Suisses. Donc, il faut au moins que vous en ayez à chaque repas principal, on va dire. Et donc, au niveau des portions, il n'y a que le fromage où on va dire de modérer un petit peu parce que c'est salé et assez gras. Donc, le fromage n'est pas du tout interdit dans une alimentation équilibrée. Simplement, il va falloir le mettre plutôt une fois par jour et puis manger un autre produit laitier sur un autre repas. Et on va conseiller une quantité de 30-40 grammes selon que vous êtes un homme ou une femme, ce qui représente à peu près, si vous prenez un camembert et que vous le coupez en 8, ça représente 1/8 de camembert. Pour la viande, le poisson ou les œufs, on va en conseiller d'en manger 1 à 2 fois par jour, selon la quantité aussi que vous mangez au repas. C'est sûr que si vous avez une grosse portion le midi, c'est pas une obligation d'en manger le soir, mais voilà, il en faut au moins dans la journée. Et donc du coup, on va conseiller aussi du poisson 2 fois par semaine et au moins une fois du poisson gras. Donc les poissons gras, c'est tout ce qui est saumon, thon, maquereau, sardines, qui ont un intérêt pour la santé parce qu'ils contiennent des oméga 3, donc qui sont un acide gras dont l'organisme a besoin et dont on est tous plutôt, par rapport à notre alimentation traditionnelle, on a tendance à être carencé en oméga 3, qui est donc un acide gras qui a de nombreuses vertus, notamment pour le fonctionnement du cerveau. Donc c'est pour ça qu'on va conseiller un poisson gras dans la semaine. Et enfin, donc vous voyez tout en haut de la pyramide les aliments qu'il faut consommer un petit peu plus avec modération. Donc la matière grasse, on conseille d'en avoir un petit peu à chaque repas. Donc ça va être, pour vous donner un repère, une cuillère à soupe d'huile ou vous savez, les petites plaquettes individuelles de beurre. Ça représente à peu près 10 grammes. C'est à peu près ce qu'on conseille de consommer à chaque repas. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de varier les huiles, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire que l'huile d'olive, qui est très bonne pour la santé, je ne remets pas du tout en cause l'huile d'olive, mais finalement, consommer que de l'huile d'olive, c'est se priver de bienfaits, encore une fois, des oméga 3, parce que l'huile d'olive n'en contient pas. Donc, si on veut, en plus du poisson gras, atteindre ses besoins en oméga 3, il faut varier les huiles et notamment aller sur des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de noix ou l'huile de colza. Mais en tout cas, c'est toujours bon de varier les huiles. En plus, ça peut être intéressant au niveau gustatif parce que voilà, si vous mettez de l'huile de noix sur votre salade, ça donne un petit goût particulier. Donc, ça peut être intéressant aussi au niveau du gustatif de varier les huiles. Comme ça, vous profiterez de tous leurs bienfaits. Et enfin, donc le sucre et les produits sucrés. Là, c'est uniquement des produits plaisir. Il faut savoir que pour fonctionner, en fait, l'organisme n'a pas besoin de sucre. Il a besoin donc de sucre lent qu'on va trouver dans les céréales et les dérivés de produits céréaliers. Mais le sucre en tant que tel, le corps n'en a pas besoin. On pourrait s'en passer, mais c'est un aliment qui fait plaisir, donc il n'y a pas raison non plus de l'exclure de l'alimentation, mais il faut le garder par petites touches et en quantité limitée.
Oui. Alors, je me permets Donc, il y a de... des questions. Oui. Voilà, il y a 2-3 questions comme ça. On va, vu qu'on a la chance d'avoir un si beau dessin et description, je voulais vous demander les produits laitiers. Donc, on intègre bien les fromages dans le produit laitier, hein. Donc voilà, c'est ce que je disais, on intègre les fromages avec modération parce que c'est salé et gras, mais voilà, une fois par jour, comme je le disais, une portion de 30 ou 40 grammes, euh, comment dire, ça fait l'équivalent d'un huitième de camembert, c'est tout à fait OK dans l'alimentation. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez ou quels sont vos conseils sur les yaourts soja, les yaourts au lait de brebis ou de chèvre par rapport au lait de vache? Alors, brebis ou chèvre, on est sur des produits assez équivalents au lait de vache, donc ça peut se substituer en fonction de vos goûts et puis de vos tolérances alimentaires selon sa sensibilité. Il y a des personnes qui effectivement ne peuvent pas prendre de lait de vache, donc on peut se tourner vers le brebis et le chèvre. Le yaourt de soja, ça va être intéressant au niveau des protéines. Par contre, il faudra peut-être vérifier qu'il est enrichi en calcium. Un petit peu comme toutes les boissons végétales qu'on peut trouver, les laits de riz, les laits d'avoine. C'est vrai que du coup, on retrouvera des protéines dans le soja, mais pas forcément le calcium si le produit n'a pas été enrichi en fait. Donc ça va être la limite par rapport à une équivalence sur un produit laitier en tant que tel. Le miel, est-ce que vous le classez dans la partie sucre et produits sucrés? Oui, le miel, ça doit être un produit naturel, ça fait partie des produits sucrés. Donc tout ce qui est miel, sirop d'érable, sirop d'agave, le sucre de coco, les sucres blonds, roux, etc. On le met effectivement dans la catégorie des produits sucrés. Les 2 dernières questions. Quantité de produits sucrés par jour environ, est-ce qu'on sait le quantifier Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30 grammes de sucre par jour. C'est vraiment pas beaucoup, hein. En carré de sucre, ça fait 6 petits carrés de sucre. Pour être honnête, on est tous largement au-dessus parce que rien qu'une cuillère à café de sucre, c'est déjà 5-10 grammes de sucre. Vous prenez un yaourt aux fruits, il y a déjà 4 morceaux de sucre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on alerte vraiment. Alors quand je dis 30 grammes, c'est uniquement les sucres raffinés, hein. C'est pas le sucre qu'il y aurait dans les fruits ou dans d'autres aliments. D'accord. On est sur du sucre ajouté, que ce soit du sucre blanc, du miel, etc. Mais voilà, normalement c'est la recommandation. Donc c'est pour ça il faut pas se l'interdire parce que ça fait plaisir, mais faut mesurer, c'est en quantité limitée, voilà. Alors justement, dans les plaisirs, il peut y avoir aussi des personnes qui boivent du vin, par exemple. On nous demande, est-ce que c'est intégré finalement dans cette pyramide? C'est vrai que c'est pas intégré, c'est pas un groupe alimentaire en tant que tel. C'est vrai que pour l'hydratation, ça ne compte pas parce que l'alcool a tendance plutôt à déshydrater qu'à hydrater. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus en tête les recommandations, mais on va conseiller effectivement avec modération. Voilà, si Avec c'est modération. un verre de vin rouge au repas, il y a pas d'interdiction. Au contraire, il y a des antioxydants dans le vin rouge, mais tout est dans la bonne quantité et la modération, bien sûr. Voilà. Allez, la dernière des dernières, le chocolat, parce que là tout le monde ou presque aime ça. Est-ce que il faut y aller évidemment peut-être faire des Comme choix, plutôt tout, voilà. des chocolats noirs peut-être de préférence, et puis Alors, en fait, en termes de calories, on va dire, hein, que ce soit un carré de chocolat noir ou un carré de chocolat au lait, ça va être vraiment la même équivalence au niveau des calories. Après, ça va être plutôt la composition. C'est vrai que le chocolat au lait, il est plus sucré souvent et enfin, il y a moins de cacao. Plus vous allez vers le chocolat noir à 85% de cacao, moins ce sera sucré. Mais bon, comme tous les produits sucrés, il faut que ce soit en quantité limitée. Ça peut être un carré à la fin du repas avec votre café. Tout dépend ce que vous mangez à côté, mais ça doit pas. Enfin, si ça vous fait plaisir, il faut garder cette habitude, mais en quantité limitée et puis remettre en perspective, bien sûr, avec le reste de l'alimentation. allez, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup pour toutes ces réponses déjà. On poursuit. À tout à l'heure. Merci.
Alors, un petit visuel pour vous dire qu'effectivement, l'objectif pour atteindre ces recommandations, c'est pas de trop se prendre la tête non plus. C'est finalement assez simple, c'est-à-dire d'avoir des repas. Plus votre repas en fait contiendra d'aliments différents de chacun des groupes. Donc, vous voyez ici des produits laitiers, un fruit, des céréales, un petit peu de beurre. Au repas des fruits et légumes, de la viande, un produit laitier. Donc, plus votre alimentation sera diversifiée au sein des repas, plus ce sera simple en fait d'atteindre les recommandations que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, en fait, je voulais vous attirer votre attention sur un point de vigilance qui est le poids. Parce que le poids, ça va vraiment être le reflet de l'équilibre alimentaire, notamment en termes de, comme je vous disais tout à l'heure, de quantité. L'objectif, c'est d'avoir un poids stable. Alors, un poids stable, c'est plus ou moins 1 kilo, hein, parce que même 2 kilos, parfois, on peut avoir des variations de poids, bien sûr, selon qu'on a fait un week-end festif, par exemple, où il y a eu des invitations. Donc, l'objectif, voilà, c'est d'avoir un poids stable à plus ou moins 2 kilos, même si vous prenez 2 kilos, si vous faites attention dans les jours qui suivent, généralement, le poids diminue naturellement. Mais donc voilà, le poids, ça veut dire que ce que vous mangez, le poids, l'équilibre alimentaire, c'est une balance entre ce que vous mangez et ce que vous dépensez. Et donc, si le poids est stable, c'est que la balance est bien équilibrée. Et donc, on va conseiller de se peser une fois par mois. Ça sert à rien de se peser tous les jours vraiment parce que de toute façon l'équilibre alimentaire il va se faire sur la semaine. Donc si vous voulez contrôler un petit peu plus votre poids éventuellement une fois par semaine, mais quand tout va bien, l'idée c'est juste de se peser une fois par mois pour voir où on en est. Si tout va bien, pas de souci. Par contre, comme je vous disais, plus ou moins 2 kilos, on est sur des variations de poids normales. Par contre, si vous constatez une variation de plus ou moins 3 kilos, là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, et soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau de vos dépenses énergétiques. Et à ce moment-là, je vous invite à consulter votre médecin pour voir avec lui, peut-être faire des analyses médicales pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé et régler ce souci de variation de poids. L'autre point de vigilance, donc là, ça concerne vraiment les malades de Parkinson. Donc le traitement, un des traitements privilégiés pour ralentir l'évolution de la maladie, c'est la lévodopa. Donc souvent on appelle ça, le nom plus connu, c'est Modopar ou Sinemette. Donc c'est un médicament qu'il faut prendre à heure fixe plusieurs fois dans la journée pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des blocages liés à la maladie. Et donc la lévodopa, c'est un neurotransmetteur ça va stimuler la fabrication d'un neurotransmetteur dans le cerveau, et c'est une protéine en fait. Donc il faut savoir que dans l'intestin, la digestion des protéines il y a une capacité d'absorption définie et qui peut être saturée. Donc le souci, c'est que si on va prendre son traitement en même temps qu'un repas en fait riche en protéines, notamment un repas principal où vous auriez de la viande, du poisson ou des œufs et puis des produits laitiers, ça va pénaliser en fait l'absorption de la lévodopa, puisqu'il y aura une compétition digestive. Donc, ça aura pour conséquence une diminution de l'efficacité de la lévodopa ou une carence en protéines. Ça veut dire que les protéines que vous aurez mangées à votre repas, en fait, elles seront moins bien absorbées parce que c'est le médicament qui sera passé en priorité. Donc, ce qu'on conseille, avec l'accord du neurologue, bien entendu, c'est de prendre son traitement 30 minutes avant le repas pour éviter ce phénomène de compétition.
Évidemment, si il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles digestifs avec la prise du traitement, on peut quand même manger un petit peu à côté, mais on va conseiller une collation pauvre en protéines, par exemple une compote ou une petite biscotte ou un crackers, quelque chose voilà, de pauvre en protéines pour soulager les troubles digestifs, mais quand même, voilà, pensez à bien décaler le traitement avant le repas. Alors, du coup, avant de passer peut-être au petit quiz, est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles je pourrais répondre? D'accord. Je pense qu'on va déjà faire toute la partie que vous allez nous préciser dans quelques instants, et puis on reviendra peut-être sur les questions plus générales en fin. Hein. D'accord. Voilà. Alors, du coup, il y avait un autre quiz Alors, effectivement, que je vous laisse lancer. Tout de suite proposer le petit sondage, le petit quiz, pardon, qui vous pose quelques questions. Alors, toujours, voilà, évidemment, des réponses qui sont traitées de façon anonyme. Rencontrez-vous des difficultés par rapport à la nutrition? Oui ou non? Et si oui, laquelle ou lesquelles? Vous pouvez répondre de façon multiple. On va regarder les résultats ensemble, comme ça Cécile pourra un petit peu voir les grandes familles qui peuvent gêner nos apinautes aujourd'hui. Alors Philippe disait, et 1 heure avant par rapport à la prise du médicament que vous avez précisé, est-ce que c'est idéalement, c'était 30 minutes. Hein, on conseille 30 minutes parce que c'est vrai que ça permet aussi d'être mieux pour le repas, parce que le médicament, une fois qu'il est pris, il agit aussi environ au bout de 20 minutes. Donc, ça permet aussi d'être bien tonique, enfin, d'être bien préparé pour le moment du repas. Donc, il n'y a pas forcément nécessité de le prendre 1 heure avant. Ça à revoir en fonction de la prescription qui vous a été faite, du nombre de prises que vous avez dans la journée, de vos horaires, et à discuter avec le neurologue finalement quels sont les horaires qui conviennent le mieux pour la prise du médicament. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux le prendre en décalé du repas. D'accord. Peut-on prendre le Modopa après un repas, et à quelle distance après un repas? Donc ça, je saurais pas vous dire. Enfin, c'est vrai que nous, on conseille, pour avoir travaillé du coup avec les gens de France Parkinson et d'autres diététiciennes de centres experts, la recommandation, c'est parce que finalement, ça revient vite. Hein, il y a des prises de 2 heures, toutes les 2 heures. Donc en fait, voilà, entre les repas, pendant les repas, le plus simple, parce que les repas, c'est aussi un repère pour prendre le traitement. Donc ce qu'on conseille habituellement, c'est 30 minutes. Après, à revoir avec votre neurologue pour des informations plus ciblées par rapport avec votre cas personnel. Bien sûr. Toujours effectivement se reporter au neurologue pour les traitements. Je vais tout de suite partager les résultats qui normalement s'affichent pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, rencontrez-vous des difficultés? Oui. Majorité quand même à 42%. Et puis surtout, quelles sont les problématiques qui sont les plus rencontrées? La constipation à 27%, 18% les maux de ventre, les digestions difficiles, et 17% la prise de poids. Qui est plutôt en positif, puisque on avait une perte de poids, elle, qui reste que à 5%. Voilà. D'accord. Donc on a aussi un phénomène quand même assez important à 13% des fausses routes, difficulté à avaler. Donc je crois qu'on va aussi l'aborder. Oui, je vous donnerai pas mal de conseils, effectivement. Voilà. Et puis les pertes de goût, pour terminer, 11%. Donc il y a aussi des personnes qui sont touchées par ces problèmes de perte de goût. Allez, on revient tout de suite à la présentation que vous nous avez gentiment préparée. Donc effectivement, maintenant on va parler un petit de la constipation qui concernait 27% d'entre vous, enfin des personnes en tout cas qui ont des troubles digestifs. La constipation, c'est très très fréquent dans la maladie de Parkinson. Ça concerne 6 personnes sur 10.
C'est même un des premiers symptômes avant même le diagnostic de la maladie. Donc, c'est vraiment lié, ce ralentissement du transit à la maladie de Parkinson. Et c'est important de lutter contre la constipation parce que comme ça ralentit toute la digestion, ça va gêner l'absorption des traitements et donc diminuer l'efficacité. Donc, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentaire pour réguler le transit et en tout cas faciliter le transit. On va conseiller de consommer des fibres tous les jours. Donc les fibres, c'est contenu on va voir un petit peu dans quels aliments, mais en fait ce sont des résidus que l'intestin n'absorbe pas et qui vont ensuite se poursuivre au cours de la digestion. Ça va passer dans les intestins et ça va faire monter au contact du microbiote, des bactéries intestinales, pour produire les sels qu'on va ensuite évacuer. Donc, les fibres, elles ont vraiment un rôle régulateur du transit. Il y a plusieurs types de fibres qui existent. Il y a des fibres qu'on va dire faciles à digérer. Ce sont les fibres hydrosolubles qu'on va trouver plutôt dans les fruits et légumes et dans les fruits secs. Et puis, il y a des fibres un peu plus difficiles à digérer, donc qu'il faut intégrer dans l'alimentation, mais de manière un petit peu plus modérée en quantité. Ce sont donc des fibres dites donc qui ne sont pas hydrosolubles, qu'on va trouver plutôt dans tout ce qui est légumes secs, les fruits secs, donc pas les fruits secs, mais plutôt les fruits à coque, les cacahuètes, les pistaches, et puis dans tout ce qui est céréales complètes ou semi-complètes. Donc, en répartition, on va conseiller plutôt 2/3 comme je vous disais, de fibres faciles à digérer, issues des fruits et légumes principalement, et plutôt 1/3 des fibres des légumes secs, parce que si on en intègre trop, voilà, on a tous l'image, par exemple, si on a trop mangé de cassoulet, ça va fermenter dans les intestins et ça peut entraîner des choses désagréables comme des ballonnements ou des gaz. Donc c'est bon pour le transit, mais par petites touches pour ne pas non plus irriter les intestins. Sur les recommandations, donc pour la population en bonne santé, enfin qui n'est pas spécialement constipée, on est sur une recommandation de 25 grammes de fibres par jour. Mais en fait, dans la réalité, en tout cas en France, on sait que les gens sont en dessous, notamment parce qu'ils mangent pas assez de fruits et légumes, et on est plutôt sur 15-20 grammes de fibres par jour. Donc il y a un intérêt à encourager la consommation de fibres. Dans le traitement de la constipation, on va pouvoir recommander donc au minimum 25% de fibres et on peut monter jusqu'à 25 grammes, pardon. On peut monter jusqu'à 35 grammes. Généralement, on conseille pas d'aller au-delà parce que ça peut être, comme je vous le disais, désagréable pour les intestins. Donc, on va conseiller d'augmenter progressivement sa consommation de fibres sur 2 semaines en fonction de la tolérance digestive pour progressivement faciliter le transit. Donc, je voyais une question sur les noix et les noisettes, effectivement. Donc, c'est ce que j'appelais les oléagineux, cacahuètes, pistaches. Ce sont des produits, effectivement, qui sont riches en fibres. Alors, concrètement, je vous ai fait un petit exemple concret sur la consommation de fibres. Si vous restez, en fait, sur les recommandations dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, d'en intégrer à chacun de vos repas, de cuit et cru. C'est bien d'avoir une crudité à chaque repas. Donc, ça peut être une entrée de crudité ou un fruit, c'est ça qu'on appelle les crudités. Si vous avez donc ces 5 portions, donc quand on dit portions, ça va être des portions de 80 grammes. C'est pas une cerise et une tête de brocoli, c'est vraiment des portions de 80 grammes. Donc par exemple sur un fruit, ça va être une pomme, une compote, une banane. Et sur les fruits et légumes, on va être soit une petite assiette de crudité, ça représente environ 100 grammes. Si vous êtes sur un plat avec une demi-assiette, on est plutôt sur 200 grammes de haricots verts. Donc ça, c'est pour les fruits et légumes.
Pour les légumes, quand je disais 80 grammes, c'est cru ou cuit, hein, puisque ça peut être des carottes râpées comme des haricots verts cuits. Donc c'est juste la quantité qui importe. Et puis ça peut être, comme je disais aussi, une compote, hein, au niveau des fruits. Ça peut être du surgelé, ça peut être des boîtes de conserve, ça peut être des fruits frais. Il faut varier en fonction de vos goûts et de vos préférences. L'autre source de fibres dans l'alimentation, ça va être les féculents. Donc tout ce qui est pâtes, riz. Alors le riz, ça constipe un peu. On va conseiller éventuellement d'aller plutôt sur du riz complet. Pareil, la banane, ça peut ralentir un petit peu le transit, mais enfin, si vous avez envie quand même de consommer des bananes, il n'y a pas de raison de vous l'interdire. Voilà, donc le riz, on peut aller sur du riz complet. Le pain, on va encourager plutôt aussi du pain complet, du pain de son, du pain aux céréales, plutôt que du pain blanc. Et puis après, donc vous avez la pomme de terre. Donc ça, les féculents, il en faut une portion à chaque repas en accompagnement. Donc là, ça peut être des tagliatelles ou des pommes de terre, mais ça peut être aussi en entrée. Vous pouvez manger du taboulé, par exemple, ou en dessert. Ça peut être un gâteau de semoule. Donc ça, c'est pour les recommandations de féculents. Et puis, comme je vous ai dit, vraiment pour la teneur en fibres, maintenant, on insiste sur l'intérêt des légumes secs à intégrer au minimum 2 fois par semaine dans votre alimentation. Tout ce qui est, donc on en parlait, hein, les noix, noisettes, les fruits à coque en collation, ça peut être intéressant aussi pour le transit. Donc on va recommander l'équivalent d'une petite poignée par jour, si vous aimez bien ça. Et puis pour les céréales, comme je vous disais, d'éviter dans la mesure du possible vraiment les céréales raffinées avec de la farine blanche et d'aller plutôt au moins 1 fois par jour sur du pain complet, du pain de son, du pain aux graines pour avoir les fibres qu'on ne trouve pas dans la farine blanche. Donc ici, vous avez un exemple de menu de la journée où du coup, ce qu'on a vraiment introduit, c'est un petit fruit supplémentaire au petit déjeuner, du pain complet en systématique en accompagnement des repas, une compote pomme pruneau parce qu'effectivement le pruneau a un effet laxatif. Et puis ce qu'on peut conseiller aussi, ça peut être une solution, c'est le son de blé. Le son de blé, en fait, quand la farine est produite, donc le grain de blé, il y a un cœur qu'on appelle l'amande et autour, il y a une enveloppe. Quand les farines sont préparées, en fait, la farine blanche, elle ne contient plus que l'intérieur du grain de blé qui est très pauvre en fibres. Toutes les fibres se trouvent dans l'enveloppe et en fait, ça peut être récupéré à part donc quand tu es dans la préparation des farines sous forme. Donc le son de blé, c'est l'enveloppe du grain de blé qui contient toutes les fibres. Donc on peut l'intégrer aussi ce son de blé dans un yaourt ou vous pouvez le saupoudrer sur votre salade. Ce sont des fibres supplémentaires qu'on peut intégrer dans l'alimentation. Donc le son de blé, par contre, ça peut être un peu irritant. Donc on conseille d'y aller là aussi progressivement. Pas plus d'une cuillère à soupe par repas, mais d'y aller voilà progressivement. Vous pouvez commencer avec une cuillère à café, puis une cuillère à soupe, puis 2 cuillères à soupe dans la journée, en fonction de vos tolérances digestives. Donc là, avec cet exemple de répartition journalière, on atteint quand même un total de 31 grammes de fibres qui donc ce qu'on appelle un régime riche en fibres pour faciliter le transit. Et encore une fois, j'insiste vraiment, mais donc les fibres, il faut y aller progressivement. Et puis, si vous sentez que digestivement parlant, c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui sont constipés, mais finalement, l'ajout de fibres, ça va amplifier leurs symptômes. Ils vont avoir plus de gaz, plus de ballonnement. Peut-être que soit vous êtes monté trop haut et donc il faut redescendre un petit peu, soit peut-être que vous avez quand même ce qu'on appelle un intestin un petit peu irritable et à ce moment-là, peut-être que trop monter les fibres, c'est pas une solution pour vous et qu'il faudra, on en parlera après, il y a d'autres solutions pour faciliter le transit. Donc peut-être trouver une alternative à l'alimentation, c'est peut-être pas ce qui vous convient le mieux.
Le deuxième conseil qu'on va donner par rapport à la constipation, c'est de s'hydrater suffisamment parce que c'est important d'avoir. Vous allez rajouter des fibres dans l'alimentation, mais le fait de les hydrater, ça va amplifier leur efficacité et leur action sur le transit. Elles vont gonfler dans l'intestin, les selles vont gonfler, ça va stimuler l'intestin à évacuer donc les selles. Donc c'est important d'avoir des fibres, mais aussi de s'hydrater suffisamment pour amplifier leur action. Donc au niveau d'hydratation, on a vu tout à l'heure qu'il fallait 1,5 litre de liquide pour compenser les besoins, enfin les pertes de l'organisme. Concrètement, c'est 1,5 litre, c'est à peu près 8 à 10 verres d'eau. Mais comme on intègre, vous voyez ici au petit déjeuner, ça peut être votre bol de café ou de thé, ça peut être quand même une assiette de potage, ça peut être de la tisane. Finalement, il vous reste plutôt 6 à 8 verres d'eau à répartir un petit peu dans la journée pour atteindre les besoins en plus de vos autres boissons au repas. Ensuite, il peut y avoir un intérêt à intégrer aussi des eaux riches en magnésium. Le magnésium a un effet laxatif, donc ça peut aider aussi pour le transit. Les eaux les plus riches et les plus connues, c'est surtout l'eau départ, la Contrex aussi dans une moindre mesure. Donc le magnésium a vraiment plusieurs intérêts, cet intérêt laxatif, mais après le magnésium c'est aussi quelque chose de très bon pour la santé, notamment c'est quelque chose d'apaisant sur les troubles de l'humeur, donc il peut y avoir un intérêt pour plein d'autres choses à intégrer des eaux riches en magnésium. Ce que je vous conseille, donc sur les études scientifiques que j'ai pu revoir en préparant la conférence, on conseille 1 litre pour avoir une efficacité optimale par rapport au transit. 1 litre de départ, par exemple, par jour. Et ce que je vous conseille, c'est plutôt de le faire en cure, hein, c'est-à-dire de manière ponctuelle pour traiter un épisode de constipation, parce que si vous consommez tous les jours 1 litre départ, votre transit va s'habituer, enfin les intestins vont s'habituer au magnésium, et du coup on aura moins l'effet recherché, l'effet laxatif recherché. Mais vraiment pour traiter des soucis ponctuels d'évacuation, ça peut être une aide précieuse, les eaux en magnésium. Et enfin, on peut aussi donner quelques petits conseils pour stimuler son transit. Effectivement, le fait de pratiquer une activité physique régulière, ça peut stimuler un intestin un petit peu paresseux. De bien conserver un rituel, de se présenter à la selle tous les jours à heure régulière pour respecter le rythme des intestins. Parce que c'est vrai que si on s'empêche, par exemple, au moment où c'est l'heure d'y aller, ça va entraîner effectivement une constipation. Certaines personnes aussi, ça marche bien, mettent un marchepied quand elles sont en toilette pour se surélever un petit peu les pieds et du coup avoir une position un peu plus qui facilite le transit. Et puis ce qu'on peut conseiller aussi, c'est de l'automassage abdominal, hein, donc c'est de se masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens de la digestion, pour donc stimuler le transit. Et puis ça peut être fait soit par vous-même, mais je sais que les kinés aussi peuvent le faire, ou en tout cas ils pourront vous montrer si vous avez un kiné qui vous suit. Donc la constipation, ce qu'il faut retenir pour le traitement de la constipation, c'est important, donc comme je vous disais, de varier les sources de fibres, et donc à la fois celles des fruits et légumes et les autres sources, donc légumes secs, céréales complètes et fruits à coque. Parce que voilà, elles ont un intérêt, elles vont vraiment rééquilibrer aussi votre microbiote. La règle d'or, donc, c'est de toujours augmenter progressivement pour pas s'irriter en fait les intestins.
de conserver une bonne hydratation et de faire une activité physique régulière, même adaptée. Et comme je vous le disais, si les symptômes persistent ou si l'alimentation c'est pas la meilleure solution, parce que voilà, ça vous entraîne plus de troubles digestifs qu'autre chose, n'hésitez pas à en parler à votre médecin parce qu'il existe des traitements laxatifs qu'on peut mettre en place. Il existe aussi en pharmacie, elles sont pas remboursées par la sécurité sociale, mais il y a aussi des poudres de fibres qui existent. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place que l'alimentation aussi pour traiter la constipation et éviter des problèmes plus complexes si on est constipé et puis soulager, bien entendu, sa qualité de vie parce que c'est vraiment très désagréable d'être constipé. Avant de passer à la deuxième partie, peut-être qu'on peut prendre 5 minutes pour répondre aux questions. Alexandre? Chère Cécile. Alors, on nous incite à boire de l'eau du robinet. Par rapport à l'écologie, on peut effectivement souvent le demander. Qu'en pensez-vous? Et sur aussi les eaux gazeuses, est-ce que ça a un apport ou pas pour aider à digérer? Alors, l'eau du robinet, elle est assez neutre, donc elle est bien pour l'hydratation au quotidien. Après, si on cherche un effet laxatif, l'eau du robinet, elle n'est pas riche en tel ou tel minéraux, donc on n'aura pas effectivement l'effet laxatif qu'on peut avoir avec l'eau départ. Après, sur les eaux gazeuses, vraiment sur le magnésium, je pense que c'est l'Hépar qui est une eau plate qui a le plus fort taux. Après, j'ai pas en tête au niveau des eaux gazeuses. Il y a peut-être des eaux gazeuses. Vichy peut-être à vérifier là. À vérifier, voilà. J'ai D'accord. pas la réponse là tout de suite. Donc, chargé en magnésium, c'est quand même ce qu'il faut regarder lorsqu'on peut retrouver. Pour l'effet laxatif, voilà, c'est riche en voilà. magnésium. Normalement, c'est précisé sur la bouteille. Donc, Hépar ou Contrex, on est sûr que c'est riche en magnésium. D'accord, oui, ou Contrex. Très bien, très bien. On n'a pas parlé trop des graines de chia, enfin, est-ce que c'est conseillé? Quel est votre avis sur par exemple, sur ces graines de chia? Les graines de chia, c'est vrai que ça agit un petit peu, ça va gonfler et ça peut aider un petit peu au transit. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je préconise forcément dans ma pratique quotidienne, mais je sais que ça peut avoir un intérêt comme le psyllium aussi en phytothérapie. Mais voilà, ça nécessiterait que je creuse un petit peu plus la question pour vous répondre précisément. Et les mélanges de graines, courges, pain, qu'on trouve dans le commerce, parce que c'est vrai qu'après il faut aller chercher des bons produits entre guillemets. Est-ce que là c'est aussi des conseils que vous pouvez donner ou pas par rapport à ces éléments? Alors, par rapport au transit, c'est vrai que j'ai pas de notion de la teneur en fibres sur les graines. Après, par contre, ce sont des bonnes sources comme les fruits à coque d'acides gras, comme je vous disais tout à l'heure, de varier les huiles ou de varier les sources d'acides gras. Donc ça, je sais que par contre, pour les apports en bons acides gras, c'est intéressant. Après, c'est vrai que au niveau du transit et des fibres, j'ai pas la teneur en tête en fibres. Très bien. Et puis une question plutôt tournée vers les malades de la maladie de Parkinson. Est-il possible de pratiquer le jeûne dans la maladie de Parkinson? Alors, le jeûne... En règle générale, est-ce que c'est recommandé? Le jeûne, bon, il est pas recommandé, enfin scientifiquement parlant et diététiquement parlant, on va pas forcément le recommander chez des personnes fragiles, notamment les personnes qui ont la maladie de Parkinson, parce que ça peut entraîner quand même un déséquilibre alimentaire et selon la durée du jeûne, effectivement, du coup, on n'a pas d'apport de calories pendant quelques jours, donc ça peut fragiliser l'organisme. En tout cas, si vous voulez le pratiquer il y a aussi, on n'a pas parlé de certains régimes, notamment les régimes cétogènes, etc. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on recommande une alimentation équilibrée et pas de choses comme un régime cétogène ou le jeûne. Maintenant, si vous souhaitez quand même le mettre en place, moi, je vous recommande de vous faire accompagner par un professionnel de santé ou une diététicienne
parce que même si on le recommande pas, on préfère toujours accompagner les gens pour que ce soit bien encadré et que les gens aient toutes les informations nécessaires, plutôt que de vous laisser dans la nature. Et devoir entre guillemets rattraper les choses derrière. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment par conviction ou pour tester le jeûne, je vous encourage à demander l'avis quand même de votre médecin, d'avoir un suivi médical et éventuellement pour des régimes plus spécifiques, d'avoir un suivi diététique aussi. D'accord. Alors Laurence nous aide un petit peu sur les eaux. Elle nous dit que Vichy et Rosanna seraient des eaux adaptées. Une autre question, on repart en effet sur la problématique de la constipation. Le nombre de selles, définir la constipation, les nombres de selles qui pourraient manquer. Oui, c'est vrai que j'ai pas redéfini. Donc la constipation, ça va être moins d'une selle tous les 3, enfin une selle, pas de selle pendant 3 jours ou plus. Donc à partir de 3 jours, effectivement, il faut commencer enfin, on parle de constipation et donc il faut commencer à réagir et à essayer de faciliter le transit, parce que c'est vrai que déjà c'est pas agréable d'être constipé. Hein, on a quand même le ventre dur, on n'a pas envie de manger, donc il y a des désagréments. Et puis, si on reste trop longtemps sans sel, ça peut amener quand même il peut y avoir un risque de faire une occlusion intestinale. On ne peut pas rester 10 jours sans sel, sans intervenir. Donc, vraiment, au bout de 3 jours, s'il n'y a pas de sel, on parle de constipation et il faut commencer à mettre en place des règles hygiéno-diététiques ou prendre un petit laxatif ou à mettre un suppositoire pour aider à évacuer les sels. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Juste, je voyais effectivement le kéfir, toutes les boissons au kéfir, ça peut être intéressant parce que ça a un impact sur le microbiote, donc la flore intestinale, et effectivement tous ces produits un peu comme les produits lacto-fermentés, ça peut soulager le transit. Eh ben très bien. Bah on part peut-être sur un nouveau chapitre. Voilà, donc maintenant on va parler des problèmes de poids, hein, la prise de poids, hein, pour débuter. Je sais que vous êtes finalement assez nombreux à avoir répondu que vous aviez des soucis de prise de poids. Donc les différentes causes de cette prise de poids, ça peut être, c'est vrai qu'au début de la maladie de Parkinson, on a souvent des besoins énergétiques qui sont augmentés parce que on a les dyskinésies, donc tout ce qui est des mouvements involontaires qui forcément consomment des calories. On va avoir aussi, ça on se connaît un peu moins, mais les blocages, en fait, ce sont des contractions musculaires qui demandent aussi des calories supplémentaires. Et donc, finalement, voilà, les gens avant le diagnostic et la mise en place du traitement, les gens brûlaient beaucoup de calories à cause de ça. Et finalement, quand il y a une amélioration des symptômes avec le traitement ou la mise en place d'une stimulation cérébrale profonde, d'un coup, la dépense énergétique va diminuer. Et si on continue à manger les mêmes quantités qu'avant, il peut y avoir une prise de poids. Après, il peut y aussi avoir une prise de poids parce que certains traitements vont entraîner des compulsions alimentaires et des grignotages auxquels il est parfois difficile de résister. Donc, c'est une autre cause de prise de poids. Et puis, enfin, ça peut être aussi tout simplement l'état émotionnel. Et ça concerne pas que les malades de Parkinson, hein, ça concerne beaucoup de gens dans la population. Quand on a un coup de mou, quand on est un petit peu déprimé, on peut aussi avoir des compulsions, aller chercher refuge dans les produits sucrés ou salés selon les personnes. Et ça peut aussi engendrer une prise de poids. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser son poids? Comme je vous disais, le seuil d'alerte, c'est plus 3 kilos, hein, parce que la variation de poids de 1-2 kilos est tout à fait normale. Pour la prise de poids, on va conseiller bien évidemment de revenir sur une alimentation équilibrée. Donc, ce sont les conseils qu'on a vus précédemment dans la présentation. On va conseiller surtout, dans la mesure du possible, d'avoir une activité physique régulière, parce que l'activité physique, elle va avoir un double intérêt. Elle va avoir
elle va préserver votre masse musculaire. Donc ça, c'est important quand on cherche à maîtriser son poids ou à perdre du poids. C'est d'avoir une masse musculaire préservée parce que les muscles, c'est ce qui va consommer de l'énergie au repos. Et donc, plus vous êtes musclé, entre guillemets, plus vous avez le droit de manger. Donc, du coup, ça va entretenir votre masse musculaire. Ça va vous entraîner aussi une dépense de calories supplémentaires et ça va éviter, entre guillemets, aussi de tout miser sur l'alimentation puisque ça va majorer, en fait, les efforts que vous allez mettre en place au niveau de l'équilibre alimentaire, tout en étant aussi quelque chose de bon pour le moral. Donc vraiment, pour maîtriser son poids, on va encourager l'équilibre alimentaire, l'activité physique. Pourquoi j'ai mis attention au régime trop restrictif? C'est parce que si on est trop restrictif, on va perdre du poids bien évidemment rapidement, mais on va se mettre en danger parce que les pertes de poids rapides, on va le voir juste après, ça fatigue et ça fragilise l'organisme. Et puis aussi, quand on perd du poids trop rapidement ou de manière, parce que l'alimentation est très déséquilibrée, qu'il n'y a pas assez de protéines, par exemple, ça peut risquer de diminuer votre masse musculaire. Et du coup, comme je vous disais, plus vous êtes musclé, plus vous avez le droit de manger. Donc, si vous perdez votre masse musculaire au cours du régime, du coup, ça veut dire que ça va aussi abaisser ce que vous aurez le droit de manger. Et c'est contre-productif. C'est pour ça que les gens qui font des régimes alimentaires de perte de poids trop draconiens, souvent ils perdent du poids rapidement, mais ils le reprennent ensuite très rapidement parce que quand ils remangent les quantités qu'ils mangeaient auparavant, comme ils ont moins de muscles, ils brûlent moins de calories et du coup parfois ils reprennent plus. Donc une perte de poids, il faut toujours que ce soit progressif. 1 kilo par mois, c'est très bien. Il ne faut pas se presser dans la perte de poids. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux perdre lentement, mais ne pas reprendre les kilos perdus que perdre très rapidement et tout reprendre en 2 mois. Parce que, perdre lentement, lentement, tout est relatif, mais perdre 1 kilo par mois, ça laisse le temps à votre organisme de s'habituer. Et puis vous, les choses se font de manière progressive. Donc, vous avez aussi le temps de changer vos habitudes alimentaires de manière progressive parce que ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et puis aussi parce que les habitudes alimentaires, en fait, on ne devrait même pas parler de régime puisqu'en fait, le régime, il y a une notion de quelque chose de temporaire, alors qu'en fait, quand on cherche à perdre du poids et ne pas reprendre les kilos perdus, on cherche finalement à changer durablement ses habitudes alimentaires. Donc vraiment, il faut que ce soit progressif et maîtrisé, comme je vous disais, pour ne pas perdre vos muscles en route. Donc je vous encourage déjà, s'il y a des grosses erreurs alimentaires, à vous reprendre en main avec les conseils qu'on a pu voir ensemble. Mais le mieux, c'est d'aller quand même voir un diététicien ou une diététicienne pour vous aider à prendre du recul sur votre alimentation, à trouver des solutions qui vous sont adaptées au quotidien. La diététicienne ou le diététicien va vous donner des quantités qui vous conviennent à votre gabarit, comme je vous le disais. Il va vous donner des idées recettes. Il va aussi travailler sur ce qu'on appelle les sensations alimentaires. Vous apprendre à reconnaître la faim, à savoir quand vous êtes rassasié, à éventuellement reconnaître les émotions qui vous font manger. Donc, le diététicien, au-delà des habitudes alimentaires, il va aussi travailler avec vous sur les sensations alimentaires. Donc ça, ce sont les conseils. Finalement, je vous apprends peut-être pas grand-chose de nouveau, mais en tout cas pour la prise de poids et le rééquilibrage alimentaire, on a vraiment cette notion de revoir les habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique et surtout de faire attention aux régimes trop restrictifs qui peuvent fragiliser l'organisme.
Alors maintenant, je vais vous parler effectivement de la perte de poids. Alors quand je dis perte de poids involontaire, c'est que vous n'avez pas justement cherché à reperdre des kilos en trop et à revoir vos équilibres, comment dire, vos habitudes alimentaires. La perte de poids involontaire, c'est que on perd du poids et on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on sait pourquoi, mais en tout cas, il n'y a pas eu un objectif de perte de poids. Donc, il peut y avoir, ça peut être un phénomène multifactoriel. Soit avec une donc diminution des apports alimentaires, par exemple quand on a du mal à mâcher, du mal à avaler. Les personnes ont parlé de perte d'odorat, donc ça c'est quelque chose qui fait beaucoup perdre l'appétit. Il peut y avoir des troubles digestifs, moins d'activité physique, qui font qu'on mange moins que ce qu'on dépense. Ça peut être aussi une augmentation des besoins. On parlait tout à l'heure des dyskinésies et des blocages. Ça peut être une infection contre laquelle on doit lutter et du coup, bah, ça nous demande un petit peu d'énergie. Et pour les personnes un peu plus dépendantes, ça peut être des escarres qui demandent notamment beaucoup de protéines pour cicatriser. Donc cette situation de déséquilibre entre les apports nutritionnels d'un côté et les besoins de l'organisme, ça peut fragiliser, comme je vous disais, les gens. Et c'est ce qu'on appelle la dénutrition. Donc cette maladie, la dénutrition, ça se caractérise en fait d'abord par une perte de poids et puis une carence en protéines. Donc ça c'est ce le médecin va mesurer par les prises de sang, c'est l'hypoalbuminémie qui montre que la personne n'a pas assez de protéines notamment. Et ça fragilise tout ça l'organisme, puisque on va être immunodéprimé, ça veut dire qu'on va être moins résistant aux infections, comme les infections urinaires ou les infections respiratoires. Comme il y a un déséquilibre alimentaire, on n'a pas tout ce dont a besoin l'organisme, notamment des petits minéraux, des petites vitamines. Donc, on peut être fragilisé au niveau aussi psychique. On peut être déprimé, on n'a pas d'énergie. On peut avoir pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, ça peut aussi majorer les troubles cognitifs. On peut aussi, donc ce qu'on appelle la iatrogénie, être plus sensible aux effets secondaires des traitements. Donc, ça peut aussi majorer les effets secondaires des traitements. Comme on perd la masse musculaire, il peut y avoir un risque de chute accru. Si on est déséquilibré, on va pas pouvoir se rattraper correctement. On est moins solide sur ses appuis. Et in fine, effectivement, la chute, parfois, ça entraîne ensuite une augmentation de l'état de dépendance de la personne, voire des escarres si on est plus alité. Donc là, c'est un tableau qui fait évidemment très, très peur, mais qui montre effectivement qu'un bon statut nutritionnel et notamment un poids stable, c'est la garantie d'une meilleure qualité de vie, parce que dès qu'on commence à avoir un gros déséquilibre, comme dans ces situations, l'organisme est fragilisé et je dirais qu'il faut être assez réactif par rapport à la dénutrition. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous peser une fois par mois pour alerter votre médecin s'il y a une perte de 3 kilos ou plus, peu importe si c'est en 1 mois ou en 6 mois ou en 1 an. La perte de poids comme ça involontaire est un signe d'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus c'est pris tôt, plus on peut corriger facilement la dénutrition, parce qu'on dit toujours, on sait que une semaine de dénutrition, derrière, il va falloir 3 semaines pour renutrir la personne. Donc, plus c'est détecté tôt, plus le phénomène s'inverse facilement. Alors maintenant, je vais vous expliquer, effectivement, quand on n'a pas beaucoup d'appétit, qu'on a tendance à perdre du poids, comment on peut faire en fait pour adapter son alimentation pour quand même arriver à couvrir ses besoins nutritionnels. Alors le premier conseil qu'on donne, ça va être de fractionner les prises alimentaires et en fait de rajouter des collations dans la journée pour compléter en fait les repas principaux qui peuvent parfois être un peu légers.
parce qu'il n'y a plus de place dans l'estomac. Donc, on va conseiller de manger, par exemple, un yaourt dans la matinée. On va conseiller de décaler le dessert ou de prendre un petit goûter dans l'après-midi ou même dans la soirée. On peut manger comme ça toutes les 2-3 heures. L'idée, c'est de plus se focaliser sur le rythme traditionnel des 3 repas, mais plutôt il vaut mieux faire 3 petits repas et rajouter des collations dans la journée que voilà de rester figé sur les 3 repas sans rien entre. Sachant qu'une collation, ce n'est pas du grignotage. Là, le but, c'est vraiment de rajouter des petites choses qui fait qu'à la fin de la journée, vous aurez atteint vos besoins nutritionnels. On recommande aussi de privilégier des préparations moelleuses parce que c'est vrai que quand les personnes ont peu d'appétit, d'aller mastiquer quelque chose comme de la viande assez dure, en fait, on est rassasié au bout de 2 bouchées, on n'en peut plus. Alors que des préparations moelleuses, ça se mange entre guillemets tout seul et ça facilite les apports, la prise alimentaire. Un autre conseil qu'on donne aussi, c'est d'enrichir les préparations. Donc, parce que les personnes qui ont peu d'appétit, leur estomac, voilà, peut contenir une certaine quantité. On va pas pouvoir les faire manger plus en quantité. Parfois même, elles sont découragées, rien que de voir une grosse assiette devant elles, elles ont envie de partir en courant. Elles sont découragées d'avance. Donc, on va conseiller d'enrichir. Enrichir, c'est-à-dire garder le même volume, mais rendre les choses plus nourrissantes parce qu'on ajoute des ingrédients intéressants. Par exemple, donc dans un potage de légumes qui contient pas grand-chose, en tout cas en protéines, il y a 2 grammes et puis en calories, c'est 100 calories. Si vous rajoutez une vache qui rit, une cuillère à soupe d'huile et une tranche de jambon mixé, on en fait quelque chose de 3 fois plus nourrissant en calories et qui contient l'équivalent en protéines d'un bon steak haché. Un petit peu moins, mais enfin de 2 tranches de jambon, on va dire. Donc l'enrichissement, c'est ça, c'est rajouter, c'est pas augmenter le volume, mais rendre les choses plus nourrissantes avec des ingrédients qu'on aura choisis. Et puis, ce qu'il faut garder à l'idée, effectivement, c'est toujours proposer et manger des choses qui vous font plaisir, bien sûr, de pas se forcer à manger des choses. Voilà, il faut toujours manger ce qui fait plaisir. Donc concrètement, avec quoi on enrichit? On va enrichir avec des aliments riches en protéines. Donc comme je vous le disais, dans la perte de poids incontrôlée comme ça, on va perdre du muscle et donc les protéines vont permettre de reconstituer la masse musculaire. Donc les protéines, on l'a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs et puis tous les produits laitiers, le fromage, les fromages blancs, etc. Donc ça, c'est pour les protéines. Et puis, pour reconstituer les réserves de la masse grasse, on va aussi intégrer des aliments riches en gras parce que ça ramène des calories supplémentaires. Des féculents, il ne faut pas les oublier, c'est aussi quelque chose de très énergétique. Et puis là, pour le coup, des produits sucrés, un peu plus qu'avec modération, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, il faut oublier un petit peu, en cas de perte de poids, on n'est plus du tout sur d'équilibre alimentaire, ce qu'on considérait de manger avec modération précédemment. Là, il va falloir l'intégrer de manière plus systématique. Donc, soit on enrichit soi-même ses préparations, soit on peut aussi s'orienter, notamment au niveau des laitages, vers des choses particulièrement nutritives. Donc, par exemple, au lieu de prendre un yaourt nature au lait demi-écrémé standard, on va proposer d'aller, par exemple, sur du Gervita ou du yaourt à la grecque ou du perle de lait qui contiennent de la crème fraîche. Donc, si vous ajoutez en plus de la crème de marron dedans, on va avoir quelque chose de gourmand qui prend pas vraiment plus de place que le yaourt précédent, mais qui du coup va permettre de renourrir la personne. Et puis si on va vers des entremets comme les crèmes aux œufs, les crèmes brûlées, on va majorer aussi l'apport nutritif. La place des compléments dans tout ça, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà eu, en ont déjà entendu parler. Les compléments, c'est quelque chose qui peut être prescrit le plus souvent par le médecin. En tout cas, le complément nutritionnel, il est remboursé uniquement sur prescription médicale.
Donc, ce sont des compléments déjà enrichis en protéines et en calories et qui peuvent être aussi une solution pratique pour reprendre du poids, soit pour des contraintes économiques. Moi, ça m'arrive d'avoir des patients qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et du coup, comme c'est pris en charge par la sécurité sociale, ça facilite le traitement de la dénutrition. Ça peut être une solution pratique parce que j'ai des époux. La cuisine, c'est un peu compliqué, donc enrichir, il faut des compétences culinaires. Enfin, je dis des époux, mais il y a aussi des épouses qui sont fatiguées, qui n'ont pas forcément envie de passer du temps en cuisine. Donc, il faut le voir aussi comme un produit prêt à l'emploi pour reprendre rapidement du poids. L'objectif de ces compléments, comme leur nom l'indique, ça ne doit pas remplacer l'alimentation, ça doit venir en plus. Donc, on va conseiller de le prendre plutôt en collation en dehors du repas pour ne pas couper l'appétit pour le repas qui va suivre. On conseille alors pour les produits lactés comme les boissons lactées par exemple de le prendre plutôt frais parce que c'est plus agréable, mais bon il y a des personnes qui aiment bien tiède ou chaude. Certains peuvent se faire chauffer, on conseille de pas les bouillir, mais si vous avez envie d'un chocolat chaud de ces compléments, on peut le faire chauffer un petit peu. Et ça peut se prendre aussi en plusieurs fois, parce que souvent, parfois, les pots, c'est vrai que les pots de crème dessert ou les pots de yaourt enrichi, ils sont 2 fois plus gros que les pots qu'on peut trouver dans le commerce ou parfois à l'hôpital. Donc, ça peut être dur à prendre en une seule fois. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là à fractionner le complément, à en prendre un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, pour à la fin réussir à prendre sa dose journalière. Et puis enfin pour ceux qui auraient eu une expérience un peu ratée avec les compléments, soit parce que le goût était pas bon, soit parce que il y a des problèmes parfois de tolérance digestive, ça peut déclencher des troubles du transit. Il faut vraiment pas se décourager, c'est peut-être que vous n'avez pas trouvé le bon complément. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il y a vraiment plein de formes qui existent. Ça peut être des boissons lactées, des crèmes dessert, des biscuits, des jus de fruits. Donc, n'hésitez pas à... Alors, le médecin, ils connaissent pas toujours, mais en tout cas, le pharmacien, ça c'est sûr qu'il connaît bien les produits. Il peut vous proposer d'autres formes de compléments. Et puis, si vous avez aussi dans les centres experts, on trouve des diététiciennes hospitalières, donc elles sont aussi très bien formées aux compléments. Elles pourront peut-être vous en faire tester ou vous conseiller des choses plus adaptées à vos goûts. Donc vraiment, il ne faut pas se décourager. C'est pas parce que vous n'avez pas aimé ce parfum ou cette marque que vous pouvez en essayer d'autres jusqu'à temps de trouver le bon. Et pas hésiter non plus à varier. Rien n'interdit de prendre une crème dessert un jour, un pain au lait le lendemain. La variété, ça facilite aussi l'observance et la prise des compléments. C'est pareil que si on vous donne une danette au chocolat tous les jours, même si c'est de la danette au chocolat, que vous adorez la danette au chocolat, vous allez peut-être vous lasser. Le fait de varier les parfums et les formes de compléments, ça peut vous aider à mieux les consommer. Donc, la perte de poids, ce qu'il faut retenir, et vraiment, c'est un point de vigilance pour tous les malades de Parkinson, c'est d'être réactif. Plus on réagit tôt, mieux c'est pris en charge. Donc, de fractionner, enrichir les préparations, comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'utiliser des compléments nutritionnels. Et bien sûr, une fois que les choses ont été mises en place, de continuer à vous peser, de ne pas abandonner la balance parce qu'il va falloir vérifier que ça fonctionne, c'est-à-dire que votre poids est stable ou que vous êtes en train de reprendre du poids. Donc, voilà ce qu'il fallait un petit peu retenir pour les soucis de poids. Donc, on va faire une petite pause avant d'attaquer la dernière ligne droite. Oui, il nous restera 15 minutes. On va prendre 2-3 questions. Est-ce que les compléments nutritionnels salés existent et sont-ils aussi efficaces que les sucrés? Alors oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a des compléments salés qui existent sous forme de purée mixée ou de soupe. Il y a plusieurs marques, notamment, on le voit là, il y a Delical qui propose des soupes et des purées déjà prêtes à l'emploi. D'accord. Peut-on encore faire des laits de poule?
Oui, le lait de poule, ça fait partie, voilà, de l'alimentation, comme les milkshakes, c'est des choses un peu riches. Enrichi. Il y a du lait, il y a de l'œuf, donc c'est très nourrissant. Et si vous aimez bien, effectivement, ça peut être une solution pour augmenter les apports, hein. Et la dernière question, par rapport à la dénutrition, effectivement, le fractionnement est très certainement la bonne solution, mais on dit qu'il faut respecter un jeûne nocturne. De combien d'heures vous conseillez ce Alors jeûne? le jeûne nocturne, plus particulièrement chez les personnes de plus de 75 ans, on va conseiller de ne pas rester plus de 12 heures à jeun entre la fin de votre dîner et le petit déjeuner du lendemain. Euh, Pourquoi pas plus de 12 heures? C'est parce que aussi quand on vieillit, on a le réglage de l'insuline se fait un peu moins bien et on peut avoir des hypoglycémies si on reste trop longtemps à jeun. Donc, le jeûne nocturne, on va conseiller, voilà, 12 heures maximum. Après, il faut rompre le jeûne ou éventuellement, ça peut être une collation nocturne si vous vous couchez tard ou si vous vous réveillez tôt en attendant le petit déjeuner qui peut parfois être tardif. Enfin, moi, je le vois chez certains de mes patients parce que du coup, on vient aider pour les soins d'hygiène. Donc, parfois, il y a des gens qui prennent leur petit déjeuner, il est bien 10-11 heures, sachant qu'ils ont mangé à 18 ou 19 heures la veille au soir. Donc là, ça commence à faire long. On conseille de rompre le jeûne. Il faut 12 heures maximum. Bon bah super, enfin super. Merci pour cette réponse. Et on passe tout de suite peut-être au dernier sujet important aussi, hein, Voilà. les troubles de la déglutition. Je vous laisse nous dire ce qu'il faut éviter. Alors, pour les troubles de la déglutition, effectivement, ça concerne certains d'entre vous, on l'a vu sur le sondage. C'est quelque chose qui est très répandu parce que selon les études que j'ai pu trouver, en tout cas, ça va concerner entre 60 voire même 80% des malades de Parkinson durant l'évolution de la maladie. C'est quelque chose qui pénalise énormément les prises alimentaires, hein. Il y a une personne sur deux qui mange moins. Il y a la moitié, voire 75% qui boivent moins, donc qui sont déshydratés. Il y a un tiers des gens que ça va couper quand même socialement parce qu'ils vont plus oser manger en convivialité avec leur entourage. Et c'est quelque chose qui, même auprès des professionnels de santé, est encore sous-évalué, puisqu'il y a presque une personne sur deux qui n'a pas vraiment de diagnostic en fait de ces troubles de la déglutition. Donc du coup, qui n'a pas non plus de conseils appropriés pour surmonter ces problèmes de déglutition. Alors, je vais vous présenter, Alexandre va vous diffuser un petit film pour vous expliquer, parce que ce qu'on appelle trouble de la déglutition, souvent on a cette notion de fausse route où ça nous est tous arrivé d'avaler de travers un morceau d'aliment ou même notre salive. Mais alors pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition, évidemment, elles sentent bien à quel niveau ça se passe. Mais quand on est à l'extérieur, c'est parfois difficile de comprendre ce qui se passe. Donc, on va vous diffuser un petit film pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. La dysphagie est décrite comme une sensation de gêne ou d'obstacle lors du passage des aliments ou des liquides après leur déglutition. On y inclut également les fausses routes. Divers fonctionnements peuvent être observés au sein des 3 phases de la déglutition. En phase orale, le passage de l'aliment en bol alimentaire peut être perturbé suite à un défaut de mastication, de salivation ou de perception olfactive et gustative. En phase laryngo-pharyngée, au lieu de rejoindre l'œsophage, les liquides ou aliments font des fausses routes dans les voies respiratoires, soit par retard de fermeture du larynx, soit par mauvaise fermeture du larynx. C'est ce qu'on appelle les fausses routes avant et pendant déglutition. Des stases induites par un mauvais transit pharyngé peuvent également être observées. Si elles sont trop volumineuses ou trop fluides, elles peuvent faire fausse route à l'ouverture du larynx lors de la reprise respiratoire après déglutition. En phase œsophagienne, une mauvaise relaxation du sphincter supérieur de l'œsophage, un défaut de péristaltisme œsophagien ou encore des reflux peuvent être à l'origine des douleurs et de possibles fausses routes.
Ah, j'attends que la présentation revienne, mais voilà, du coup, c'était pour vous montrer que la déglutition, c'est un peu plus que juste tousser et avaler de travers. Ça peut commencer au niveau de la bouche, ça peut être plus dans la gorge, et ensuite, effectivement, ça peut aussi, il peut aussi y avoir des soucis au niveau de l'œsophage. Ce que je voulais vous revoir un petit peu avec vous, c'est les signes d'alerte. Donc évidemment, une personne qui tousse trop souvent pendant les repas ou après, hein, puisque vous avez vu que parfois il y a des morceaux qui sont coincés, mais qui tombent plus tard. Donc ça peut, la toux très fréquente sur certains types d'aliments, ça peut alerter. Mais il n'y a pas que ça. Il y a parfois des signes un peu plus discrets, tout ce qui est changement des habitudes alimentaires, on exclut certains aliments, l'allongement de la durée du repas ou la personne qui fatigue en mangeant, la perte de poids bien sûr. Donc on a parlé de la toux, mais ça peut être aussi les raclements de gorge. Hein. Souvent les gens disent qu'ils ont des glaires, mais en fait c'est des aliments qui sont un petit peu coincés. Ça peut être des modifications de la voix, un peu comme qu'on a un chat dans la gorge ou comme après qu'on est toussé, on a la voix ce qu'on appelle un petit peu mouillée, ça graillonne. Ou ça peut être aussi parce que parfois, malheureusement, il y a des personnes qui ne toussent pas, donc elles font des fausses routes qu'on appelle silencieuses. Là, on va s'en apercevoir parce que elles vont avoir des infections pulmonaires à répétition ou chroniques, en dehors, bien sûr, des maladies, des gens qui ont déjà des maladies pulmonaires identifiées. Ça va être effectivement des bronchites ou des infections pulmonaires à répétition qui vont mettre la puce à l'oreille, notamment des médecins, sur d'éventuels troubles de la déglutition. Donc pour la déglutition, il y a des aliments à risque. Bon, ça peut faire peur, je vous rassure, selon la déglutition, les troubles de la déglutition, c'est quand même quelque chose qui va arriver de manière progressive, donc voilà, c'est pas quelque chose. Les compétences de déglutition sont différentes d'une personne à l'autre, donc tout le monde n'aura pas de difficulté de déglutition avec tous ces aliments, mais voilà, il peut y avoir des choses plus difficiles à avaler que d'autres. Bien sûr, tout ce qui se disperse facilement, comme le riz, la semoule, ça peut être compliqué. Les miettes de viennoiserie, tout ce qu'on appelle à double texture, donc c'est-à-dire où on a du liquide et du solide, comme un morceau de melon très juteux. Bah, si quelqu'un a une déglutition fragile, ça va être difficile, plus compliqué pour lui. Voilà, ça peut être trop sec, trop collant. Voilà, il peut y avoir comme ça des aliments, mais qui petit à petit, comme ça va être dur à déglutir, et vous allez les retirer même presque inconsciemment de votre alimentation. Mais encore une fois, je vous rassure, tout le monde n'est pas concerné. Il ne faut pas que l'alimentation soit trop restrictive, et les diététiciens, on est là aussi pour vous aider à ce niveau-là. Mais voilà, sachez qu'il peut y avoir des aliments plus difficiles à déglutir que d'autres. Et je vois que quelqu'un effectivement disait pratiquement tous les aliments sont à risque. Je vous dis, ça dépend vraiment de la personne, et du coup, on verra pour la prise en charge comment identifier qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui convient pas. Bien sûr, c'est pas forcément toute cette liste. Au niveau du parcours de soins, donc si vous avez une suspicion vous avez l'impression que vous avez des difficultés à déglutir ou que votre proche a des difficultés à déglutir, ce que je vous encourage, c'est d'abord d'en parler au médecin traitant pour qu'il vous fasse une ordonnance ensuite pour contacter l'orthophoniste. L'orthophoniste, c'est vraiment le spécialiste de la déglutition. Il ou elle va faire un bilan de déglutition pour voir à quel niveau, qu'est-ce qui ne va pas et à quel niveau ça se situe. Et elle va vous donner aussi des exercices de rééducation. La déglutition, c'est quelque chose qui peut aussi s'améliorer avec de la rééducation orthophonique. Et puis l'orthophoniste vous donnera aussi des précisions sur justement quels aliments sont à risque pour vous compte tenu de vos symptômes, sous quelle texture les manger, parce que on n'est pas forcé de manger en mixé quand on a des problèmes de déglutition. Hein. On peut aller, ça peut être des petits morceaux tendres, des choses un peu plus mixées avec des morceaux, et le mixé, on va le garder vraiment en cas de difficulté majeure de déglutition, mais il peut y avoir une palette de textures, donc l'orthophoniste va vraiment faire du sur-mesure avec vos problèmes de déglutition et vous indiquer ce qui est le mieux pour vous. Et elle pourra aussi vous donner
des indications sur les ustensiles, notamment quel verre utiliser, par exemple pour boire, et revoir avec vous la position au repas. Donc l'orthophoniste, ça va vraiment être le pilier de la prise en charge des troubles de la déglutition. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir l'appui du diététicien, donc qui va vous donner notamment en fonction de la texture qui aura été préconisée par l'orthophoniste, le diététicien va pouvoir traduire ensuite pour vous des exemples de recettes, comment présenter les plats, comment les présenter au niveau visuel pour que ce soit attractif. Il va aussi éventuellement préconiser de l'enrichissement si la personne perd du poids. Et puis le dernier professionnel de santé qu'on peut contacter aussi, c'est l'ergothérapeute. Lui, ça va être plutôt son rôle de travailler sur les aides techniques, donc tout ce qui peut faciliter la prise du repas au niveau des couverts, de l'assiette, du verre, donc tout ce qu'on appelle les petites aides techniques au repas. Et puis aussi revoir la position avec vous. Donc ça, l'orthophoniste va vous en parler un peu, mais l'ergothérapeute notamment, si les personnes prennent leur repas doivent être allongées au lit, elle va pouvoir vous montrer des techniques pour bien redresser la personne. Donc elle va vérifier, enfin l'ergothérapeute va vérifier aussi le positionnement au repas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ça va vraiment être des conseils généraux, mais encore une fois, c'est l'orthophoniste qui va tout adapter en fonction du cas par cas. Ce qu'on conseille quand même au niveau général, c'est d'être bien réveillé au moment du repas, parce que si on est un petit peu vaseux ou assoupi, le réflexe de déglutition va être moins performant, moins réactif. On va conseiller aussi d'avoir un environnement calme parce que tout ce qui est distraction, en fait, va perturber la concentration de la personne. Il faut vraiment être bien concentré au moment où on va déglutir. On a tous l'expérience, voilà, on est en train de manger, on rigole ou on parle et on avale de travers. C'est arrivé à tout le monde dans le cadre d'un repas. Donc là, on va essayer de prendre ces repas au calme pour éviter ça, justement. On va conseiller bien sûr aussi de prendre son temps pour manger avec des bouchées adaptées aux capacités de déglutition et puis de ne pas remettre une bouchée supplémentaire si vous n'avez pas fini de déglutir ce que vous avez déjà en bouche. Et si besoin, on va conseiller aussi de fractionner l'alimentation pour pas que les repas durent trop longtemps, ni soient trop copieux, que ça prenne beaucoup trop de temps et que ça fatigue la personne. On va aussi conseiller, donc on verra rapidement qu'est-ce que c'est une bonne posture pour le repas et de pas se recoucher non plus tout de suite après le repas parce que comme vous l'avez vu, il y a des choses qui peuvent après le repas continuer à tomber dans les voies, les stases notamment et qui peuvent aller dans les voies respiratoires encore plus si on est allongé. Donc sur les positions, vous aurez de toute façon accès à la présentation, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut jamais mettre la tête en arrière, notamment pour finir un fond de verre, parce que là, ça veut dire que votre voie respiratoire, elle est complètement ouverte. On va conseiller plutôt de sécuriser la voie respiratoire en ayant la tête droite et puis le menton penché vers l'avant, donc notamment pour boire. Ça parce que ça va fermer un petit peu plus la voie respiratoire et donc éviter que les choses tombent dedans. Et pour les gens qui donnent à manger, c'est vrai qu'on va leur dire de s'asseoir parce que si vous êtes debout, la personne va avoir tendance à vous regarder et à mettre la tête en arrière, ce qu'on cherche à éviter. Au niveau des ustensiles, on va aussi pouvoir adapter les choses. On peut trouver des choses du quotidien tout à fait adaptées pour éviter, comme je vous disais, surtout d'avoir la tête en arrière. Notamment, on va conseiller de boire dans un bol ou un verre évasé dans lequel le nez passe pour justement ne pas avoir à mettre la tête en arrière. Au niveau des boissons, souvent ça pose problème parce que les boissons elles passent très vite et donc comme vous avez vu le petit clapet s'il n'a pas le temps de se fermer assez rapidement ou s'il est un peu entrouvert, ça va glisser tout de suite vers les voies respiratoires. Donc on va conseiller d'avoir des liquides qui stimulent la déglutition parce que comme on voyait dans le petit reportage, il y a une phase préparatoire de la déglutition qui va aussi être amenée par l'odorat, les sens en fait. Donc ce réflexe de la déglutition va être stimulé par ça. Donc on va conseiller d'éviter les températures tièdes et de boire plutôt frais, froid ou chaud.
C'est pour ça aussi qu'on conseille les eaux pétillantes, parce que l'eau pétillante va stimuler le palais et donc préparer à la déglutition. Donc en fait, vraiment, il n'y a rien de pire que l'eau plate et froide et tiède qui a la même température du corps, parce que là, ça va très mal préparer à la déglutition. Alors qu'au contraire, une eau légèrement aromatisée, par exemple avec un petit peu de jus de fruits et des bulles, ça va faciliter la déglutition. On va aussi pouvoir conseiller d'épaissir les liquides, parce que justement, le fait de les épaissir, ça va ralentir leur vitesse de passage et donc sécuriser un peu la déglutition. Donc, on va conseiller soit des boissons qui sont déjà un petit peu épaisses à la base, hein, comme les smoothies ou les milkshakes. Il existe aussi en pharmacie des poudres qui sont maintenant remboursées par la sécurité sociale, sur laquelle donc c'est vendu en pharmacie, remboursé sur prescription, et qui vous permettent d'épaissir vous-même vos liquides, même du café, même du champagne. Il paraît que ça conserve les bulles de champagne, donc ça permet voilà d'épaissir soi-même ses liquides et d'épaissir aussi en fonction de la texture que vous a préconisé l'orthophoniste, parce qu'on a 3 niveaux souvent. Un niveau légèrement épaissi, sirop ou nectar, un niveau un peu plus compote liquide et un niveau vraiment très gélifié, type flan. Et puis sinon, vous avez aussi des eaux gélifiées prêtes à l'emploi, qui elles ne sont pas remboursées, mais qui peuvent être aussi une solution par rapport à l'hydratation. Au niveau des solides, donc comme je vous le disais, après est-ce que ça va dépendre des capacités de déglutition de la personne. Ça peut être des petits morceaux tendres jusqu'à la texture mixée. En tout cas, ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est qu'il vaut mieux une texture homogène qui se tient, donc d'éviter ce qui se disperse. Donc je vous ai mis par exemple du risotto plutôt que du riz créole. Le fait que ce soit un peu gluant avec le risotto, il y aura moins de chances qu'un grain de riz vienne se perdre en fausse route, par exemple. On va conseiller aussi de bien lubrifier, donc lier avec des sauces de la matière grasse pour que ça glisse bien en fait vers l'œsophage. Par exemple, du thon en boîte qui est un petit peu sec, si vous le mettez avec un petit peu de mayonnaise, ça va glisser plus facilement. Il y a moins de chances que les choses restent coincées quelque part et se détachent plus tard ou fassent une fausse route. Toujours pour les mêmes raisons, on va conseiller de donner du goût aux préparations. Plus c'est assaisonné, plus il y a de goût, plus ça va stimuler la déglutition. Et enfin, pour les médicaments, s'il y a des soucis effectivement avec les comprimés, on va conseiller de les mettre dans une cuillère de yaourt ou de compote, de bien les enfoncer, pas juste les poser, mais de bien les enrober pour que ça glisse plus facilement. Ou de revoir avec le médecin s'il y a une autre forme qui serait plus appropriée, sous forme de poudre. Est-ce qu'on peut broyer le traitement? Est-ce qu'on peut ouvrir les gélules? Enfin, il y a des possibilités, mais qu'il faudra voir avec le médecin pour être sûr de ne pas pénaliser en fait l'efficacité du médicament. Et en tout cas, la règle d'or, c'est vraiment d'éviter de boire quand il y a un aliment qui est coincé, parce que ça va pas résoudre la situation. Au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure sur les aliments à double texture, ça va compliquer la déglutition pour la personne qui est en train de faire la fausse route. Donc vraiment, on ne donne pas de boisson pour faire passer un solide. Rapidement, voilà, ça c'est plus, je vous disais, l'alimentation mixée, on la garde vraiment en dernier recours parce que c'est parfois un petit peu monotone. On perd en richesse et en stimulation du plaisir alimentaire. Néanmoins, on peut quand même faire des belles présentations en alimentation mixée et des choses qui ont du goût. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est vrai que pour la personne qui mange en mixé, c'est plus agréable. Et ce qu'on va conseiller aussi, c'est d'enrichir par contre systématiquement les préparations mixées sur les mêmes conseils qu'on a vus précédemment. Parce que quand on mixe, on rajoute parfois un peu de bouillon, un peu de jus, ça dilue les apports caloriques. Les personnes qui mangent en mixé, souvent, elles ont aussi, comme l'alimentation est un peu plus monotone, elles ont moins d'appétit. Donc, vous pouvez enrichir systématiquement les préparations mixées pour éviter des pertes de poids. Rapidement, parce que je vois que le temps file, conserver une hygiène bucco-dentaire optimale, donc de brossage des dents régulier, idéalement après chaque repas.
bien nettoyer vos prothèses si vous en avez, et puis aller voir le dentiste au minimum 2 fois par an, c'est hyper important. Parce que la bouche, d'une manière générale, c'est notre premier outil de l'alimentation, donc c'est important qu'elle soit en bonne santé. Et puis c'est surtout que si on a une mauvaise hygiène buccale, ça peut engendrer des complications supplémentaires. Il peut y avoir des mycoses, donc perte d'appétit, difficulté à déglutir. Il peut y avoir aussi un risque majoré de pneumopathie, donc je vous disais d'infection bronchique, parce que les bactéries de la bouche, soit les aliments vont macérer dedans, soit même avec la salive, s'il y a des bactéries buccales et que vous faites une fausse route avec votre salive et que ça part dans les poumons, ça va s'infecter plus facilement. Donc là, il y a vraiment nécessité de conserver tant que possible, en tout cas, une hygiène bucco-dentaire optimale en prévention d'aggravation de conséquences de troubles de la déglutition. Et n'hésitez pas donc à demander conseil à votre dentiste. Alors juste, on a parlé pour les fausses routes, justement qu'il fallait pas donner à boire si quelqu'un avale un morceau de travers. Ça, c'est les manœuvres d'urgence, mais en fait, on devrait tous les connaître parce que on peut tous faire des fausses routes. Ça peut vous arriver, quelqu'un qui est au restaurant à côté et qui avale une cacahuète de travers. Donc voilà, il faut pas que ça fasse peur non plus. On est tous susceptibles d'en faire, plus ou moins fréquemment. Mais en tout cas, si la personne tousse et qu'elle respire, y a rien à faire. Elle respire, donc déjà c'est que ça va de ce côté-là, et le réflexe de tout, c'est fait pour évacuer le morceau, donc ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est plutôt bon signe. Donc il faut pas donner à boire, pas de claque dans le dos, il faut rien faire, juste encourager la personne à bien tousser. Par contre, si la personne n'arrive plus à respirer ou à parler, alors, si elle se tient le cou comme ça parce que y a une asphyxie, là, on va tenter les grandes tapes dans le dos et puis vraiment, n'hésitez pas à taper très fort pour que ça sorte avec la personne un petit peu penchée en avant. Si cela fonctionne pas, je vais pas vous la détailler, mais voilà, il y a la manœuvre de Heimlich qu'on connaît tous. Et du coup, ça, il faut le faire très rapidement avant même d'appeler les secours. Vous lancez tout ça avec souvent, la plupart du temps, le morceau, bien sûr, ressort. Mais il faut le faire avant tenter tout ça avant d'appeler le secours. Mais je préfère le rappeler parce que c'est vrai que spontanément, on ne sait pas quoi faire dans l'urgence. On pourrait faire des choses qui servent à rien, comme je vous disais, donner à boire. Donc, comme ça, vous aurez les informations. Donc, pour conclure sur les troubles de la déglutition, ce qu'il faut retenir, c'est les signes d'alerte. On a vu que c'était pas que la toux, il peut y avoir d'autres signes un petit peu plus discrets. L'orthophoniste qui va vraiment être l'acteur de la prise en charge de vos troubles et de la rééducation. Et puis les gestes d'urgence pour savoir quoi faire en cas de fausse route. Donc voilà pour les informations que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aidera, en tout cas dans les difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et puis pour conclure, je voulais vous dire effectivement de ne restez pas seul si vous constatez des choses, une perte de poids, des difficultés à avaler. Vous pouvez être acteur aussi de votre santé. Il faut pas hésiter à solliciter les médecins ou les paramédicaux, donc comme moi, les diététiciens, les orthophonistes. Il y a vraiment des solutions à adapter à chacun pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie. Eh ben, merci beaucoup Cécile, ça a été très complet. Alors on a un petit loupé avec 10 minutes de plus, on est désolé, certains nous ont quittés un petit peu plus tôt. Oui. Ça peut être compréhensible. Il est midi, il faut aller préparer aussi C'est à manger. Pour beaucoup, c'était parfait et on a eu un beau temps d'échange et c'est quand même bien ça aussi qu'on recherchait aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez eu la gentillesse aussi de nous préparer un document pour qu'on puisse le laisser. Voilà, avec de toute le façon, vous aurez accès à la présentation si besoin pour approfondir certaines où je suis passée un peu vite. Vous pourrez les relire tranquillement. Voilà, je libère le chat avec les remerciements qui pleuvent. Oui. À votre attention. Tant mieux. Voilà, merci. Et puis on laisse nos apinautes répondre à ce dernier petit questionnaire de satisfaction
qui est habituel sur Apivisio. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Apivisio, sachez que c'est pour qu'on puisse rendre des comptes aussi à l'organisateur qui était aujourd'hui l'association France Parkinson. Je vous remercie Cécile, je vous souhaite un agréable week-end et puis à très vite pour d'autres aventures peut-être. Merci, bon week-end à tous et belle journée, en tout cas à Paris c'est ensoleillé donc.